Bonjour, aujourd'hui les caméras d'Aquetélé se sont posées à l'ESPAR et en particulier dans le bureau de Monsieur le maire, Bernard Guiraud. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Aquetélé et bonjour aux auditeurs. Voilà, merci de nous accueillir dans votre charmante ville. Pour cet entretien, je vais être accompagné de Gérard Segati. Bonjour. Du journal Le Médoc. Du journal du Médoc. Alors, JDM, on l'appelle. D'accord, en quelques mots. Le journal, c'est quoi? Le journal, d'abord, sans vouloir parler trop de moi, j'ai été recruté il y a 25-30 ans, je ne me souviens plus très exactement, par un personnage médocain bien connu ici qui s'appelle Jean-Pierre Gaufre, qui est un humoriste, qui est à la retraite maintenant, qui fait du théâtre. Il est sur les planches très fréquemment ici, beaucoup d'humour. Et après avoir été recruté à ce journal, c'est un journal qui est d'environ 28 à 32 pages, hebdomadaire du vendredi, et qui couvre toute la presqu'île du Médoc. Pour travailler efficacement, nous sommes 21 correspondants, très exactement, avec un découpage plus ou moins organisé, et chacun couvre 10 à 15 communes, et on retransmet par nos chroniques tout ce qui se passe dans ces circonscriptions, aussi bien ludiques, toutes les manifestations, que ce soit sportives, théâtrales, musicales, etc., et politiques également, puisque nous couvrons tous les conseils municipaux de toutes ces communes. Alors, nous sommes un hebdomadaire, donc du vendredi, et faisons partie d'un groupe de 17 autres hebdomadaires répartis sur cette plus grande région qu'est l'Aquitaine. Alors, le prix du journal? Le prix du journal, aujourd'hui, il est d'un 70. Dans les kiosques ou par abonnement? Non, pas de kiosque, il n'y a pas de kiosque ici. Il y a de l'abonnement, de plus en plus d'abonnements, mais dans toutes les maisons de la presse et dans les commerces également, on le trouve dans les grandes surfaces, on le trouve un petit peu partout. Est-ce qu'il y a une formule numérisée? Il y a une formule numérisée depuis 2 ou 3 ans et qui va de plus en plus en augmentant, oui, c'est exact. Et la formule numérisée est un petit peu moins chère que l'abonnement, naturellement. Hein. Gérard. On y va de plus en plus, oui. On va y aller sur notre entretien avec monsieur le Mais maire. avec plaisir. Monsieur le maire, avant de parler du mouvement pour le développement des villes de sous-préfecture, on va essayer de faire un peu mieux connaissance avec vous. Vous êtes né le 26 janvier 1958, vous avez donc 65 ans. Malheureusement. Vous êtes sapeur-pompier professionnel à la retraite. Vous êtes membre du bureau national du syndicat le plus représentatif dans la filière. Vous défendez le modèle temps de travail à la Commission européenne. En quelques mots? Alors, j'étais membre et je défendais, puisque je suis à la retraite, donc j'ai arrêté cette activité. En 2 mots, le syndicat où j'étais adhérent, qui s'appelle le Syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels, nous siégions au ministère de l'Intérieur sur tous les projets de décrets, de lois, etc. Et donc nous avions un avis à donner. De ce fait, et à au moment du temps de travail européen, j'ai défendu à la Commission européenne le modèle du temps de travail français. Bon, j'ai pas réussi à le porter, puisqu'aujourd'hui, les 24 heures, puisqu'à l'époque les pompiers travaillaient en garde de 24 heures, sont terminées, puisque l'Europe, c'est 12 heures maximum, hein, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est 12 heures maximum. Donc oui, j'ai défendu ce modèle, et voilà, j'ai beaucoup travaillé, ça a été vraiment un moment qui m'a apporté beaucoup. Alors, oui, pardon? Je peux poser une question, monsieur le maire? Monsieur le maire, peut-on dire que vous êtes de sensibilité de gauche? Alors, oui, on peut le dire, puisque j'ai fait partie quand même, je le revendique, jusqu'en 2008, j'ai fait partie du Parti Socialiste, j'ai été carté, comme on dit, et puis en 2008, j'ai été le candidat en face du candidat du Parti Socialiste. C'était pas une histoire de politique, enfin de politique de la ville, si, mais pas de politique politicienne. Et du coup, depuis, on m'a demandé de démissionner, ce que j'ai fait en 2008, et depuis, je ne suis plus carté. Alors, merci. En 2008, donc, vous rentrez élu conseiller municipal. En 1995, vous devenez donc adjoint au maire. En 2001, pardon? Oui, en 1995, je suis conseiller municipal avec Bernard Prévost, qui est venu me chercher pour me dire je sais que tu souhaiterais un jour être conseiller général à l'époque, donc tu vas démarrer au bas de l'échelle. Donc en 1995, conseiller municipal. En 2001, adjoint. En 2008,
premier mandat de maire, Oui. suivi de 2014 et 2020. Donc Oui. vous êtes à votre troisième mandat. Oui. Qu'est-ce qui vous fait pousser à faire de la politique et du syndicalisme? Alors le syndicalisme, parce que j'aimais ma profession, sapeur-pompier, c'est vrai que cette organisation, on défendait plus le modèle du métier, on défendait tout ce qui pouvait aider notre métier. C'est vrai qu'on a rarement défendu des évolutions, même si on l'a fait quand même, mais les sapeurs-pompiers ont des salaires quand même assez intéressants, même si ce n'est jamais assez, mais on défendait plus le temps de travail, les conditions de travail, plutôt que les conditions financières de notre métier. Donc moi, c'est le métier qui m'a poussé à faire du syndicalisme. De la politique, qu'est-ce qui m'a poussé? C'est l'ESPAR. Voilà, l'ESPAR, j'y suis pas né parce que je suis né à Bégadan, mais l'ESPAR, c'est ma ville, c'est la ville de centralité de l'époque comme aujourd'hui. Et l'ESPAR, voilà, les études entre guillemets, puisque à l'époque il n'y avait que le collège, et puis le sport, puisque j'ai fait partie de l'équipe de rugby de l'ESPAR, j'en ai même été le capitaine, donc il devait y avoir un petit tracé qui était tout fait pour arriver peut-être un jour au poste de maire. Gérard, une petite question? Non, mais est-ce qu'à votre avis, cet objectif, vous l'avez atteint? Alors, ou pas encore? L'objectif que j'ai eu en 2008, je l'avais avant, mais bon, j'étais pas maire, je l'avais souvent dit à l'ancien maire, il faut que l'ESPAR... Vous savez, je prenais souvent l'exemple, Blaye. On entend quoi? Le Blayais. Libourne. On entend quoi? Le Libournais. Oui. Langon. Le Langonais. Bon, Arcachon. Arcachon. Alors, je ne demande pas à ce que le Médoc s'appelle l'Esparin, mais ces territoires, c'était pour vous démontrer, il y a une symbolique, il y a une ville qui tire, une locomotive. Voilà. Le Médoc, il n'y en avait pas. Jusqu'à 2008-2010, on n'avait pas de ville qui tirait ce Médoc. On avait Pauillac, l'Espar, Lacanau, Castelnau et Enclair qui tiraient les uns les autres. Moi, je disais, non pas pour que l'Espar soit, je le dis souvent, une locomotive sans wagon, elle ne sert à rien. Et les wagons sans locomotive, ça sert encore au moins. Donc, mon travail depuis 2008, mon fil rouge, ça a été de dire il faut que l'Espar devienne cette locomotive. Comment? En devenant la ville de service. Je ne veux pas que nous devenions une ville de 20 000 habitants, surtout pas. Nous sommes aujourd'hui à 6 000. Quand j'ai été élu en 1995, on était 4 500. Donc aujourd'hui, on est 6 000. Je pense que la barrière sera 7 000. Il ne faut pas aller plus, parce qu'après, tout suit. Bien sûr. Par contre, il faut que je propose au Médoc, et qu'on propose surtout aux futurs Médocains, qui arrivent d'ailleurs, et on le voit là, après Covid, on s'est bien rendu compte qu'il y avait le rural réintéressé. Donc du coup, il faut qu'on propose aux gens qui arrivent de grosses villes ou moyennes, il faut qu'on propose une ville qui propose tous les services. C'est-à-dire que je veux m'installer à Gréant, eh bien pourquoi pas, parce que je suis à Gréant, je suis dans un environnement où oui, ma vie va changer, je serai bien. Par contre, j'ai une ville pas loin où il y a tous les services, que ce soit service public ou service au public. Oui, mais monsieur le maire, est-ce que cette notion de ville de service n'est pas en train de se la faire un peu à l'envers? Regardez, on a perdu ici le tribunal, on n'a plus de tribunal, le centre des impôts, il est parti, la sous-préfecture, il n'y en a pratiquement plus, Alors d'où, je vais anticiper un peu, je dirais juste le titre, d'où la constitution de cet assaut, mais je suis sûr qu'on en reparlera, des villes de sous-préfecture, parce que, alors je suis un peu moins pessimiste que vous. C'est le constat que vous faites, vous avez raison, on a perdu le tribunal, nous avons perdu. Alors on n'a pas perdu les impôts. Les impôts sont... on les perd jamais. Oui, non. D'ailleurs, ça serait bien si on les on perdait. les déplace, il faut se déplacer plus loin. Je dis souvent, vous savez, quand on voyage, on se rend compte quand même, en France, où passent nos impôts, quand même. Parce que quand vous allez dans des pays africains, ou même pas que, des pays de l'Est, etc., vous vous rendez compte quand même qu'on a de la voirie, on a des services, on a des beaux bâtiments, on a des ordures ménagères qui ne sont pas au bord des routes. Bon, voilà. Mais vous avez raison. Sauf que, on le voit, Pôle emploi, on l'avait perdu, ils sont revenus. Les impôts, on devait les perdre, ils sont restés quand même parce qu'aujourd'hui, ils sont dans de nouveaux bâtiments, pas loin d'ici.
Vous m'avez dit la sous-préfecture. La sous-préfecture, on va se battre, on va en parler tout à l'heure sûrement. Dans nos revendications de l'association des villes sous-préfectures, nous revendiquons des sous-préfectures fortes. On a besoin d'une sous-préfecture avec de l'ingénierie. Aujourd'hui, Fabien Verdier, qui est le président de Stasso, à Châteaudun, disait à ma sous-préfecture, Châteaudun, 16 000 habitants, ils sont 6, chauffeurs compris. On a un sous-préfet, un cadre, on a derrière un secrétaire général, allez, catégorie B, et derrière, il n'y a que des agents d'exécution. Alors, c'est pas péjoratif ce que je dis, sauf qu'une sous-préfecture, on aurait besoin justement d'ingénierie pour nous aider à nous, les communes, à travailler sur nos projets, ce qui n'est pas le cas. Et donc, nous passons par des bureaux d'études qui valent hyper cher, et d'où nos difficultés financières. Alors avant de continuer un petit peu, le conseil départemental Gironde vous a nommé ou qualifié de ville d'équilibre et l'État petite ville de demain. Ça veut dire quoi? Alors ça veut dire déjà que, je ne vais pas dire que j'ai gagné, parce qu'on n'a jamais gagné et puis il y a encore trop de travail. Mais mon fil rouge de dire l'Espar est devenu une ville de centralité et la locomotive, rien que par ça, le département l'a dit, ville d'équilibre, il n'y en a que 16 en Gironde, à l'époque. Donc nous étions les 2 premières avec Libourne. Donc c'était quand même parlant. Voilà, le département, quand ils appellent une ville d'équilibre, ils disent on va aider des villes d'appui. Et en clair, c'est ce que je dis, des villes d'appui, ce sont des villes qui aident un territoire. Et donc, rien que quand le département m'a nommé ville d'équilibre, loin d'avoir gagné. Mais quand même, je suis sur la bonne route. Mais concrètement, ça fait quoi? Alors concrètement, quand le département nomme une ville d'équilibre, on sort complètement du règlement intérieur du département. C'est-à-dire que quand vous demandez une subvention au département, il faut que le règlement le dise. C'est-à-dire, j'ai un projet d'arracher, je sais pas moi, ou de démolir un bâtiment. Je demande une subvention au département, on va me dire « Ah mais non, le département, dans son règlement d'intervention, ne le fait pas ça. Donc, tu ne l'auras pas. » Ville d'équilibre, ça se discute. Il faut qu'il y ait un projet de territoire. Si je démolis un bâtiment, il faut que je prouve que c'est dans le cadre justement de cette ville. Il y a une nécessité. Il y a une nécessité. Et là, pour le coup, je serai aidé. Je prends l'exemple concret, ça a été la première aide du département là-dessus. Mon entrée de ville à la route départementale 1215, entrée de ville qu'on a refait, hein, c'était 4 millions d'euros. Le département nous aidait à hauteur de 200 000 euros. Il a rajouté une enveloppe de 400 000. Parce que j'étais ville d'équilibre et qu'ils estimaient que ça servait à toutes les personnes qui venaient à l'Espar. Et le reste, c'est qui a payé? C'est les impôts de... Alors le reste, il y a eu une subvention de l'État, il y a eu une subvention, enfin ce qu'on appelle les DETR, ce sont des dotations d'équipement de territoires ruraux, et puis le reste, devinez qui a payé? Les Lesparins. Et c'est là où je dis que ces villes de centralité ont une vraie problématique. Alors on va aborder maintenant avec Gérard, oui, un complément? Non, ben, j'allais continuer. Ben voilà. Je voulais poser une question à monsieur le maire. Précisons que l'Espar, je ne me trompe pas en disant que c'est la sous-préfecture du Médoc, avec 6 000 habitants, 3 500 emplois quand même, une ville de centralité, vous l'avez expliqué tout à l'heure, qui propose une population, en faisant tout l'environnement de l'Espar, de 50 000 habitants, je pense. Oui, la zone de chalandise. Et une zone de chalandise et une zone d'attraction commerciale et un pôle de service à la population. Le pôle de service, vous l'avez déjà expliqué, on va en reparler de mots si vous voulez, mais en ce qui concerne la zone d'attraction commerciale, là, moi, je pose une question. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, moi, je constate, par exemple, que le président des commerçants de l'Espar change pratiquement tous les ans. Les commerçants n'arrivent pas à s'entendre ensemble. Ils n'arrivent pas à créer une seule et unique association. Quand on voit au centre de l'Espar cette rue Jean-Jacques Rousseau, où tous les commerces ferment les uns après les autres, ça rouvre, ça referme, ça circule mal, on peut y aller à pied, on ne peut pas y aller à pied, là un bout est fermé, l'autre bout est ouvert. Ça n'est plus du tout une attraction commerciale. Les gens vont faire leurs achats ailleurs parce qu'ils en ont assez de cette rue. Alors vous avez raison. D'ailleurs,
on va l'évoquer sûrement après, puisque vous allez me parler de l'association, mais quand on s'est réunis en novembre 2022 autour de ce projet des 235 villes sous-préfectures en France, en clair, qu'est-ce qui ressort? Les villes sous-préfectures, qui sont souvent des villes de centralité, ce que vous venez d'évoquer, ont la même problématique dans le sujet que vous évoquez. On a vidé nos centres-villes. Pourquoi? Parce que les villes de centralité ont dû proposer à la demande de la clientèle, parce qu'il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui, qui va en centre-ville dans un petit commerce de proximité? Très peu de personnes, sauf si c'est une proposition, ou même pas une proposition qu'on ne trouve pas dans une zone commerciale. Je vous coupe, je suis désolé, mais on vous a reproché souvent et longtemps d'avoir favorisé les grandes surfaces à l'extérieur et d'avoir vidé le centre vital de l'espace. Alors, quand vous dites favoriser, moi je vais poser la question, comment? Parce que moi j'ai favorisé rien du tout. Il y avait une zone commerciale qui existait, elle s'est remplie, vous ne pouvez pas empêcher Monsieur X, qui représente une enseigne nationale, de s'installer. Qui apporte des ronds-points, etc. Pardon? Qui apporte des ronds-points, alors après, eux qui les financent. Pas souvent, c'est arrivé. Oui. C'est arrivé. Notamment pour le rond-point cœur de Presqu'île, où un centre commercial a dit « moi je veux bien aider ». Heureusement d'ailleurs, heureusement qu'on l'a, qu'on les a, puisque de temps en temps ils aident parce que ça les sert aussi. Non, moi ce que je veux dire c'est que, alors même si, allez, je veux bien on les a favorisés, oui, parce qu'aujourd'hui il y a une demande. Les gens, quand ils viennent à l'Espar, d'abord, ce ne sont pas que les Esparins qui vont à la zone commerciale. Et qui vient à l'Espar? Ben, il y a la zone de chalandise de 50 000 personnes qui viennent dans les zones commerciales. Ils viennent. Monsieur le maire, on ne va pas refaire le passé. Mais alors aujourd'hui, que faire pour rendre une attraction commerciale active au centre-ville? Alors déjà, je le dis, la rue Jean-Jacques Rousseau ne sera jamais plus la rue Jean-Jacques Rousseau. Aujourd'hui, les gens, on le voit bien, ils ont une méthode de consommation. Le commerce de proximité n'est plus leur priorité. Ça, c'est pas le maire de l'Espar ou les maires de toutes les villes qui ont des problématiques autour de ça. Aujourd'hui, les gens se détournent du commerce de proximité, ou par les zones commerciales, ou par l'achat Internet. Malheureusement, ça, c'est encore pire. Donc du coup, moi, où je travaille sur la rue Jean-Jacques Rousseau, et on ne peut pas dire qu'on n'y met pas des sous, quoi. 2010, quand j'ai été élu, on a de suite travaillé des travaux pour qu'on lui redonne un coup de jeunesse. 4 millions d'euros d'investis. On a créé des parkings autour. Oui, c'est vrai, on me reproche beaucoup, oui, mais on ne peut pas se garer dans la rue. C'est pas facile. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Je l'avais dit quand les commerçants, quand j'ai été élu en 2008, m'ont dit « Ah, monsieur le maire, il faut que vous nous sauviez, on va tous fermer parce que la rue, blablabla. » J'ai dit « Attention, si je touche à la rue, il va falloir que je m'adapte aux règles d'aujourd'hui, c'est-à-dire PMR, personnes à mobilité réduite, les dimensions de trottoir, les dimensions de voirie, etc. » Du coup, quand on a monté le projet, eh bien, il s'est avéré, mais vous avez dû connaître, vous, la rue Jean-Jacques Rousseau avec parking, je me rappelle, vous passiez entre la voiture et le mur, de profil. Ça, c'est fini. Donc, quand on a voulu adapter du parking, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus. Vu la dimension de la rue et vu les règles, eh bien, plus de parking. Donc ça, moi, je leur avais dit aux commerçants, si on touche à la rue, on va être obligé de se mettre aux normes. C'est ce qui est arrivé. Donc moi, pour moi, la rue Jean-Jacques Rousseau peut continuer à vivre sur une partie. Et on le voit bien, il y a des commerces qui ouvrent, qui tiennent. Certes, il y a des commerces qui ouvrent, qui ne tiennent pas, mais il faut se poser la question, est-ce qu'ils étaient sur le bon créneau? Aujourd'hui, c'est compliqué. Moi, si demain il ouvre un magasin qui vend des bières, s'ils vendent les bières 3 fois plus cher que dans la zone commerciale, ils ne tiendront pas. Bien sûr. Par contre, on le voit bien, je vais donner un exemple, c'est pas de la pub que je fais, mais c'est un exemple très concret. Happy Cash, c'est une réparation de tout ce qui est téléphone, téléphonie, ordinateur. Ils achètent l'occasion, ils revendent, etc. Ça marche. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas ça dans le commercial. Et il y en a beaucoup comme ça. La boulangerie, notre boulanger national. Ça me donne une idée. Je vais peut-être monter un commerce moi, dans cette rue qu'il n'y a pas ailleurs. Une sex shop.
Non, ça ne marchera pas. Ah bon? Pourquoi vous êtes Parce que ça client? existait. Et je l'avais dit, ça ne tiendra pas. Oui, ça existe. Parce que nous sommes une petite bourgade. Tout se Un sait. sex shop à Bordeaux, c'est vraiment impersonnel. Ici, ça y est, vous allez rentrer là, vous êtes un pervers. Tout le monde va être épié. Voilà. Je referme vite cette C'était- parenthèse. Voilà, et moi je vais en ouvrir une autre. Nous allons aborder maintenant votre nouveau combat avec l'association des mouvements pour le développement des villes de sous-préfecture. Gérard, une petite question là-dessus? Non, je te laisse finir. Non, non. Alors, cette association, c'est une association qui a été créée il y a combien de temps? Elle a été créée officiellement au mois de mars 2023, donc c'est pour vous dire qu'elle est très jeune. Elle est récente. Alors, Voilà. en quoi elle consiste? Alors, le président, c'est le maire de Châteaudun, Oui, Fabien Verdier. En Eure-et-Loire, Oui, département 28. oui. Et donc vous êtes Je vois que vous connaissez un bien. petit peu. Et donc vous êtes le secrétaire. Cette association, quel est son but? Alors, je lui dis souvent au maire de Châteaudun, à Fabien, je lui dis, je t'en voudrais toute ma vie parce que c'est toi qui as eu l'idée. Le 4 et 5 novembre, il nous a invités à Châteaudun. Je me suis beaucoup posé de questions avant d'y aller. J'ai dit pourquoi il nous réunit, les maires, villes, sous-préfectures. D'ailleurs, je le dis très honnêtement, j'ai découvert que nous étions 235. Je n'avavais jamais posé mon Il y a doigt. 235 villes sous-préfectorales Oui, en France. en France. Donc c'est vrai que je ne sais pas si beaucoup de gens le savent d'ailleurs. Donc du coup, ça m'a permis déjà de savoir. Et donc il nous a réunis. Alors on a appelé ça congrès, c'était plutôt la première rencontre des maires villes sous-préfecture. Et sur 235 villes, nous nous sommes retrouvés une soixantaine. Donc d'ailleurs ce congrès a été ouvert par Jacques Attali. Jacques Attali, qui est un personnage bien connu, qui a été la matière grise, enfin peut-être pas la matière grise, mais au moins l'homme de communication de Mitterrand. Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, et puis Dominique Bussereau. On avait essayé de faire un panel de politique, puisqu'on ne va pas démarrer de suite dans la politique. Mais alors cette association, c'est une association qui est apolitique? Alors, les membres du bureau, ça part DLR, par le centre, en finissant par la gauche. Je m'inclus dans la gauche, même si je suis plus carté. Bon. Donc oui, alors quand je dis apolitique, moi le terme ne me plaît pas. Parce qu'en clair, on fait de la politique. Moi, la politique, c'est la gestion de la cité. Oui, c'est ça, politique avec un grand Oui, P, voilà. non, Oui, on c'est peut pas la large. politique politicienne. Là, vous avez raison. Donc, on a tenté de faire un bureau le plus large possible, avec tous les mouvements. Voilà. Donc, parce que, en clair, pourquoi on a créé cette association? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on avait tous les mêmes problématiques. Les villes sous-préfectures, qui sont souvent des villes de centralité, ont tous les mêmes problématiques. Qu'elles soient villes sous-préfecture de 3000 habitants, ça existe, ou qu'elles soient à plus de 500 ou 600 000, on a tous les mêmes problématiques. C'est quoi? C'est, ce volet de centralité, où on a, sur nos budgets, c'est 25% de nos budgets qui sont consacrés à la ville de centralité. Ce sont des coûts qui reviennent à chaque fois. Parce que, ben voilà, c'est la voirie qu'il faut refaire souvent, parce que moi, dans une commune de 6000 habitants, ben oui, mais j'ai 50 000 personnes qui passent à l'année. Et qui usent la voirie. Qui usent la voirie. Alors, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est un constat. Je dois fournir des équipements sportifs, parce qu'on se rend compte que, en clair, dans les effectifs des associations sportives, on a un tiers de l'Esparren, un tiers de la communauté de communes, un tiers hors communauté de communes. En clair, on fournit pour tout un territoire les équipements, qu'ils soient sportifs, culturels ou commerciaux. Alors cette association elle va faire quoi concrètement? Ben écoutez, on est créé, je vous disais, depuis mars 2023, et depuis mars 2023, on a été reçu par le directeur de cabinet de Macron, on a été reçu par Thomas Cazenave, qui est député de la Gironde, qui est le président de la délégation aux collectivités territoriales, qui fait beaucoup de rapports sur les collectivités. Et donc ce rendez-vous dernièrement, nous avons été reçus par lui. Ça nous a beaucoup boosté parce qu'en clair, il va créer une commission parlementaire sur les 235 000. Parce je pense qu'on l'a convaincu
du bienfait de cette association. On a été reçu, alors on devait être reçu par Gérard Larcher, c'est Nathalie Delattre, la vice-présidente que je connais bien, qui est de la Gironde elle aussi, qui nous a reçus. La sénatrice, qui est vice-présidente du Sénat. Elle nous a reçus. Elle aussi, elle va créer une commission parlementaire sur ce sujet. Et là, nous sommes reçus le 24 par Dominique Faure, la ministre déléguée aux collectivités territoriales. Donc, voilà nos actions. En clair, c'est du lobbying. Et le message qu'on fait passer à toutes ces personnes, on leur dit, si vous voulez regagner du terrain sur nos territoires, je ne citerai pas, mais on s'étonne tous que dans les territoires ruraux, il y a un parti extrême qui prend de l'amplitude. Il ne faut pas s'étonner. Il faut que l'État retravaille avec les sous-préfectures, les villes sous-préfectures. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'on est souvent le pivot d'un territoire, mais l'État saupoudre dans toutes les communes des subventions, des petits... Sauf qu'on leur demande maintenant d'axer vraiment tous les projets sur les villes sous-préfectures pour qu'on redevienne ce service public que les gens sont habitués. On prend un exemple. Fabien Verdier, qui est le président, dit souvent, puisqu'il a fait une étude là-dessus, hein, il a fait HEC, donc c'est un vrai chercheur, entre guillemets, il dit souvent, quand on a décidé de passer de 90 à 80, c'est 2 points qu'on a donnés à ce parti extrémiste. C'est tellement populiste que les gens disent « il y en a marre ». Voilà. Quand on a fermé les sous-préfectures sur les passeports, les cartes d'identité, voilà, c'est 1 point qu'on a donné à ce parti. Donc il vient un moment où il faut que nos sous-préfectures, et là je parle de la sous-préfecture en tant que telle et la ville sous-préfecture, deviennent ces plaques tournantes où les gens vont pouvoir dire « oui, on est en rural, mais on a quand même nos services publics ». Mais est-ce que la sous-préfecture a encore un rôle à jouer? Parce qu'apparemment, on a l'impression que tout descend de Paris, et puis en fin de compte, il faut que vous exécutiez ce qu'on vous dit de faire. Donc là, je ne sais pas, j'ai l'impression que là, vous parliez justement que vous battiez en début d'émission pour conserver la sous-préfecture, c'est-à-dire que tout va repartir sur Bordeaux. Alors, vous avez raison de dire ça, parce que c'est le discours que j'ai tous les jours. Il y en a marre, on n'écoute plus le terrain. C'est à Bordeaux, voire à Paris, qu'on décide, dans des beaux bureaux bien climatisés, mais clairement, ils ne savent pas ce qui se passe sur le terrain. Donc, nous, quand on dit, il faut que nos sous-préfectures, là je parle de la résidence de la sous-préfecture, il faut que nos sous-préfectures deviennent fortes comme avant. En clair, aujourd'hui, je ne prendrai que le cas de Châteaudun, et encore Calespar, c'est équivalent. Il leur reste 6 agents, chauffeurs compris. Et je disais tout à l'heure, le sous-préfet... On ne fait rien, quoi, avec 6 agents. Mais non, on ne fait rien, et on ne propose pas aux communes de la circonscription, puisque quand même la sous-préfecture, c'est la circo, hein, on ne propose plus rien aux communes venant de l'État. Si, il y a une seule, et ça par contre ils le font, c'est le contrôle. Alors là, on nous contrôle, hein, pour tout et surtout des fois pour rien. Moi, je le dis, hein, je suis 5 fois au tribunal administratif, ça fait le 4e qu'on gagne, il nous reste le 5e, on verra. Mais il vient un moment où c'est plus possible, on ne doit pas se battre contre l'État. Il devrait être à côté de nous, nous aider. Qu'on nous dise, attention monsieur le maire, ça c'est limite illégal, vous ne pouvez pas. Ça c'est leur rôle. Par contre, et j'apprécie beaucoup le discours du nouveau sous-préfet qui dit aux agents, je pense notamment à la DDTM, hein, à la Direction départementale des territoires et de la mer, tous ces agents qui nous contrôlent nos permis de construire, nos projets de zones commerciales, nos projets de centre-ville, etc. Il leur a dit un jour, nous ne sommes pas là pour contrer les maires, nous sommes là parce qu'ils ont été élus sur un programme et il faut qu'on les aide à aboutir sur ce programme. Et en clair, c'est le discours qu'on passe avec l'ASSO. Voilà. Il faut que l'État nous aide à aboutir dans nos programmes. Donc en clair, les communes, enfin les groupements de communes lancent des projets, la sous-préfecture, donc l'État, est là pour accompagner et guider, pour leur dire ça oui, ça non. Oui, mais il leur faut de l'ingénierie. Il faut des gens qui soient spécialisés sur l'urbanisme, spécialisés sur le sport, spécialisés... Voilà, il faut que la sous-préfecture soit ce lieu où on appelle le sous-préfet, on lui dit « Monsieur le sous-préfet, on a un projet, on veut vous en parler,
c'est un projet d'urbanisme, venez et faites-vous accompagner du professionnel de l'urbanisme. Et du coup, il va nous orienter. Parce qu'en clair, aujourd'hui, on est beaucoup orienté par l'État, sauf que c'est des idées urbaines, ils sont loin des problématiques rurales. L'État décide et vous exécutez. C'est ça. Aujourd'hui, la seule chose où on a encore la même, c'est je suis responsable. Par contre, j'ai plus aucun pouvoir, quoi. Aujourd'hui, il faut que je passe par l'État. Si on me dit non, d'ailleurs tout à l'heure on évoquait ville d'équilibre, petite ville de demain. Eh bien, écoutez, je dois être un des rares maires en Gironde, sûrement en France peut-être, à ne pas signer petite ville de demain alors que j'avais signé sur le principe pour qu'on y travaille. Tout ça parce que, je le dis, un agent de l'État ne veut pas accepter le périmètre que nous avons décidé, nous les élus à l'unanimité de l'ESPAR, donc mon opposition compris, et les élus de la communauté de communes à l'unanimité, on a validé ce périmètre, et l'État nous dit non. Mais à quel titre? À quel titre? Qui est le mieux placé pour dire je sais ce qui se passe sur ma commune? Mais non. Pour venir à votre jeune association, vous êtes soixantaine aujourd'hui? Ah non, non, on était une soixantaine au congrès. Là aujourd'hui, on doit approcher la centaine d'adhérents. Et le principe, c'est de prendre toutes les villes sous-préfectorales. Ah oui, le principe, c'est qu'il... Alors, on nous dit, oui, mais la commune de Reims, enfin, pardon, oui, la commune de Reims, qui est ville sous-préfecture, ne doit pas avoir les mêmes problématiques. Oui, sûrement, ce n'est pas les mêmes problématiques dans l'ensemble. Par contre, moi, je suis persuadé que si on rencontre le maire de Reims, et on va tâcher de le rencontrer, il va nous dire une chose: je manque d'argent pour investir sur ma commune, alors que je suis là pour proposer à un territoire des services. Je suis sûr qu'il nous le dira. Je suis sûr qu'il nous dira que la ville de Reims se vide de son centre-ville au bénéfice de zones commerciales autour de la ville. Là, vous demandez toujours de l'argent à l'État, mais les communes, enfin je sais pas, normalement c'est un peu aux communes à se débrouiller un peu toutes seules. Mais oui, mais alors jusqu'à quelques années, on avait le moyen, on avait un seul levier, c'était l'impôt local. C'est-à-dire qu'on décidait d'augmenter l'impôt, ce qu'on appelle la taxe d'habitation, on avait une rentrée supplémentaire. Je vais vous dire, sur l'ESPAR, j'augmentais d'un point, c'était 25 000 € que je prenais sur mon budget, de 10 millions d'euros, pour vous dire que ce n'était pas grand-chose. Mais on avait au moins un levier. Aujourd'hui, on n'en a plus. La taxe d'habitation n'existe plus, donc on n'en a plus. Moi, ce que je dis aujourd'hui, je ne veux pas citer de ville, mais c'est un constat, ce n'est pas une critique sur les villes, tant mieux ils l'ont. Vous prenez une ville balnéaire, 2500 habitants à l'année, 40 000 l'été. Ils ont une dotation globale de fonctionnement bonifiée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ma ville, 6 000 habitants, 50 000 personnes, toute l'année, à la différence d'une ville balnéaire, je prendrai un exemple, pas la ville, mais 2500 habitants, une ville balnéaire pas très loin de chez nous, moi 6 000 habitants, 40 000 l'été pendant un mois et demi, 50 000 à l'année, il a 3 millions de plus que moi en DGF. Ouais, clairement, c'est ce qu'on dit aussi au gouvernement, puisqu'on va rencontrer là, la ministre, on va lui dire, mettez une DGF bonifiée aux villes sous-préfectures. Il est hors de question d'enlever aux villes balnéaires, mais faites la même chose pour les villes sous-préfectures, d'autant plus que on n'est pas nombreux. 235, c'est rien. Monsieur le maire, l'heure tourne. Avant de conclure, on ne peut pas se quitter sans parler du palais du costume. Mazarin. C'est votre bébé. C'est plutôt lui qui est mon papa, Mazarin. Un personnage. Si l'ESPAR n'avait pas Mazarin, on serait orphelin. Parce que Mazarin, c'est un personnage, quoi. C'est quelqu'un, d'abord, qui est attachant, et qui s'investit tellement pour l'ESPAR. D'ailleurs, combien de fois je lui dis, mais comment vous avez atterri à l'ESPAR? Alors, il a une explication, mais et c'est à lui de la donner, mais voilà, on se dit, on a eu une chance énorme. Parce que quand il est arrivé, il a de suite embrayé sur des manifestations. Il faisait, je ne me rappelle plus. Une graine d'artiste. Graine d'artiste, voilà. C'était des petits jeunes qui chantaient, etc. Bon, il a démarré par ça. Comme il était couturier,
ça l'a regratté, il est revenu à ses premiers amours, donc il s'est relancé dans la couture. Et puis un jour, il m'est arrivé, il m'a dit, Monsieur le maire, mon épouse m'enguirlande parce que la maison est pleine d'habits. Et donc, il m'a expliqué qu'il avait habillé les Gérard Depardieu, et puis bien plus vieux, hein, Jean Marais, etc., pour les films. Donc, il avait des costumes de films dont il ne savait pas quoi faire. Alors, si je peux vous permettre de vous couper, on a eu le bonheur, nous, de faire un reportage sur Mazarin. Sur le palais, avec Mazarin. Donc, c'est vraiment intéressant. Allez voir sur akitélé.fr, vous verrez ce petit reportage. J'ajouterais qu'il y a un côté pédagogique également, parce que tous les costumes de films dont parle Monsieur le maire et d'autres costumes qu'il a créés font l'objet d'un parcours de l'histoire de France. 18 tableaux où nous avons aussi bien Louis XIV, Henri II, Napoléon, etc., Les Misérables et autres. Ces 150 personnages grandeur nature, très bien habillés, qui relatent l'histoire de France, et beaucoup d'élèves des écoles, pas suffisamment à son goût, de l'ESPAR, viennent visiter ce musée. Quand il est venu me voir pour me dire je voudrais un musée, je lui ai dit écoutez, je vous promets qu'on va y travailler parce que j'ai trouvé l'idée intéressante, dès le début. Et il le dit souvent, hein, il dit que c'est grâce à moi si le palais est sorti, parce que on avait tellement de détracteurs, parce que c'est comme tout, quand quelqu'un est en avant, eh bien, il se crée des mouvements de jalousie, des mouvements de... Voilà. Bon, en plus, Joseph est quelqu'un quand même qui a un parler, c'est un Italien, quoi, voilà. Avec l'accent qui va bien. Avec l'accent qui va bien. Donc on a eu beaucoup de détracteurs. Sur l'histoire, d'ailleurs on en a encore là-dessus, on nous reproche ça, mais c'est ce que j'arrête pas de leur dire. Alors oui, peut-être que c'est pas l'histoire vraie de vrai, sauf qu'on parle de costumes de films. Moi, quand je vois Cosette, c'est un film. On a les costumes du film. Donc, clairement, alors, même si l'histoire est un peu... un peu... Surtout racontée par lui. Oui, en plus. Donc, mais quand même, il y a un fond d'histoire. Ah oui. Bon. Oui. Et encore une fois, on est bien au palais du costume. Donc, c'est l'histoire de ces costumes. Tout à fait. Donc, je m'excuse, je vous coupe encore. Ça l'énerve un petit peu, moi aussi, l'histoire du palais du costume. Palais du costume, je sais bien, et les raisons pour lesquelles vous ne vouliez pas qu'on parle musée, mais moi, dans tous mes textes, et sans arrêt, je parle maintenant de musée. Le palais du costume, on a envie d'y aller pour se faire une veste ou un pantalon. Alors ça, c'est... Vous avez raison, mais on peut le dire même à l'antenne. Hein. Pourquoi pas musée? Parce qu'en fait, musée, c'est quelque chose de bien réglementé, où dedans, vous devez avoir un directeur de musée catégorie A, 2 adjoints catégorie B, etc. Donc il venait un moment, j'ai dit, je ne veux pas qu'on m'amène... On mettra musée avec des guillemets. Oui, parce que souvent de fois ça nous échappe, hein. On dit on va au musée de Mazarin. Donc Mazarin, écoutez, puis alors après il y a les animations, bon, on parle des Miss, bien sûr qu'il a organisé pendant des années, et donc vous allez être présent à cette fameuse manifestation. Moi j'appelle ça 30 juillet. C'est une nouvelle manifestation. Les Miss, c'était avec les dire, Miss Médoc. On appelle toujours avec Madame la Dame au chapeau. Fontenay. Madame de Fontenay, qui venait tous les ans à l'ESPAR. Non, ça... Bon, voilà. Et il me remplit les salles. Parce qu'on ne peut pas dire qu'une seule des manifestations ait été... les salles sont remplies à chaque fois. Non, c'est quelqu'un... C'est un vrai organisateur. Alors après, pardon, j'adore ce terme, même si c'est un peu vulgaire, mais c'est comme tous les bénévoles. Alors lui, en plus, c'en est un vrai de vrai, avec tout le panel. C'est, quand vous disiez, et on en parlait tout à l'heure, il est tellement attachant, mais c'est un attachant. Voilà, je l'appelle comme ça, c'est un attachant, parce qu'il est aussi chiant qu'il est attachant. Oh là là. C'était le petit volet humoristique. Monsieur le maire, merci pour le temps que vous avez bien voulu nous accorder. On a largement dépensé la pendule, donc tant pis, mais c'était intéressant. Merci Gérard. Mais je t'en prie. De m'avoir accompagné sur cette interview. Le plaisir est partagé. Première collaboration ensemble. Mais peut-être pas la dernière. Mais j'espère. Merci à vous, et puis si vous souhaitez voir une jolie ville, une belle région, il n'y a qu'une chose à faire, c'est venir ici, à l'ESPAR. Merci de rester fidèle à Akitélé. À très bientôt. Au revoir.